Le monde grec à l'époque classique, de 500 à 323 avant Jésus-Christ, Patrice Brun. Chapitre 4, l'hégémonie de Sparte, de 403 à 371. La fin de la guerre du Péloponnèse laisse un monde grec en proie à des règlements de compte d'une rare violence. Partout, en mer Égée, en Asie mineure, les Spartiates installent des hommes et des régimes à leur dévotion en lieux et places des démocraties mises en place par les Athéniens. Nombreux sont leurs anciens partisans à prendre le chemin de l'exil ou, comme à Tassos, à être massacrés par les oligarques soutenus par Lysandre. Népos, Lysandre II, pour la source. Pourtant, la domination lacédémonienne s'étend. Les conditions de l'hégémonie spartiate et les premiers mécontentements. La situation présente était à bien des égards imprévue. En entrant dans la guerre en 431, les Lacédémoniens avaient avant toute chose cherché à consolider leur emprise sur le Péloponnèse, et leur victoire en 404 avait fait d'eux les maîtres de la Grèce, d'Europe et d'Asie. Pour des Spartiates traditionnellement peu enclins à quitter la Laconie ou la Messénie, il y avait là un saut vers l'inconnu, et il apparut très vite que la cité, absolument pas préparée à devenir le gendarme de la Grèce, était confrontée à de graves dilemmes. Il ne manquait pas de Spartiates, ainsi le roi Agis, pour prôner un retour à la situation de 431 avec une cité préoccupée d'abord de questions internes au Péloponnèse, où se jouait la survie de Sparte. En revanche, dès lors qu'elle acceptait de remplacer Athènes à la tête d'un empire maritime, c'était la position défendue par Lysandre, le vainqueur d'Éjos Potamos. Ces perspectives changeaient de niveau et de nature, car à un État continental, appuyé sur des traditions agricoles et des rapports de dépendance terriens, succédait une puissance maritime étendant sa suprématie jusqu'au Bosphore et en Asie mineure. Ce faisant, elle reprenait à son compte la politique hégémonique d'Athènes, oubliant le message de libération des cités grecques qu'elle avait porté durant la guerre du Péloponnèse, suscitant donc très vite l'opposition des anciennes alliées. Chose peut-être plus grave dans l'immédiat, le remplacement de l'hégémonie athénienne par une domination spartiate en Asie mineure posait de façon crue la question des rapports avec les Perses, puisque ce n'est pas pour cette simple substitution que ces derniers avaient aidé les Spartiates dans leur lutte contre Athènes, mais pour récupérer leurs anciennes possessions littorales, que les Athéniens leur avaient arrachées après 480. Les guerres futures, entre cités grecques, entre Grecs et Perses, sont inscrites dans ces contradictions non résolues en 404. C'est avec les Perses que les relations s'envenimèrent en premier. La mort du roi Darius II en 405 avait été suivie d'une crise successorale, les deux fils du monarque se disputant le trône. Le plus jeune, soutenu par sa mère, Cyrus, se mit à recruter des milliers de mercenaires grecs, d'où le surnom de 10 000 qui leur est resté, démobilisés par la fin des hostilités en Grèce, aux fins de renforcer sa propre armée, et ce, avec le soutien des Spartiates. Mais l'expédition tourna court à la bataille de Cunaxa, en 401. Non loin de Babylone, si les mercenaires grecs l'emportèrent sur les contingents placés en face d'eux, Cyrus fut tué dans l'engagement, laissant les Grecs sans employeur, en plein cœur de l'Empire. La marche de Cyrus et de ses armées, ainsi que la difficile retraite des Grecs après la bataille, ont été rapportées par Xénophon, l'un des commandants de l'expédition, dans un ouvrage célèbre, l'Anabase. Le fait d'avoir aidé un rebelle ne pouvait pas tendre davantage les relations entre Sparte et le nouveau roi, Artaxerxès II, et presque naturellement, les cités grecques d'Asie trouvèrent le soutien de Sparte devant les prétentions de plus en plus affirmées des satrapes perses d'Asie mineure, qui comptaient bien lever au nom du roi le tribut sur les cités grecques. Les Lacédémoniens envoyèrent un général, Tibron, et 5000 fantassins environ, lesquels furent augmentés des rescapés des 10 000. Ce n'est pourtant qu'en 396, avec l'arrivée sur place du roi spartiate Agésilas, que les choses évoluent. À Éphèse, il organisa son armée, et, l'année suivante, dirigea une opération de pillage dans la plaine du Pactole. Opération de faible conséquence pour le pouvoir royal, mais qui détermina l'exécution du satrape Tissaphernes, accusé de mollesse face aux Grecs. Pour éloigner enfin de ses terres cette encombrante armée, le roi de Perse suscita en Grèce une révolte anti-spartiate, qui obligea les autorités à demander à Agésilas l'abandon de son expédition asiatique. En Grèce, passé l'euphorie de la victoire, les dissensions étaient très vite apparues entre les vainqueurs. Les anciens alliés de Sparte, débarrassés de la menace athénienne, étaient désormais plus sensibles aux empiètements impérialistes spartiates. Thèbes et Corinthe avaient, dès les premiers temps, manifesté leur mauvaise volonté à l'égard d'une cité qui espérait bien profiter de sa victoire sur Athènes pour mater toute velléité de résistance. En 400 à 400, il avait suffi de 2 courtes campagnes de la Ligue péloponnèse pour faire rendre raison à la petite cité d'Élis et montrer la détermination spartiate. Un simple conflit local entre deux peuples de Grèce centrale, les Locriens et les Phocidiens,
déclencha en 395 une guerre aux contours d'alliances tout à fait nouveaux. En effet, traditionnellement ennemis de Thèbes, les Phocidiens ne voulaient surtout pas de son intervention dans la dispute et députèrent à Sparte, tandis que les Locriens trouvèrent en Béotie des soutiens attendus. Le plus surprenant, peut-être réside dans l'attitude de Thèbes. Inquiète de voir un front puissant se dessiner contre elle, la cité qui, 9 ans plus tôt, avait exigé des Spartiates la destruction complète d'Athènes, vint demander l'aide de cette dernière. Étrange retournement de la situation que Xénophon, peu favorable aux Thébains, décrit non sans malice, et qui rencontra l'assentiment des Athéniens à nouveau plein d'espoir. Que cette alliance ait été soutenue par l'or perse est une certitude, mais le grand roi n'aurait pas trouvé d'oreille réceptive si la domination spartiate n'avait pas été à ce point honnie. Les premiers combats virent des défaites spartiates. Dès l'été 395, un premier engagement avait vu la mort de Lysandre, mollement soutenu par le roi Pausanias. Sous les murs d'Aliarte, en Béotie, ce qui décida sans doute Argiens et Corinthiens à se joindre à la coalition anti-spartiate. Ce fut alors que les autorités lacédémoniennes ordonnèrent le retour d'Agésilas, ce qui était une première victoire perse. Pourtant, durant l'été 394 et avant le retour effectif d'Agésilas, les alliés étaient lourdement battus à Némée, puis, quelques semaines après, à Coronée. Le sort de la guerre paraissait scellé, mais en même temps, en Asie mineure, la flotte du roi commandée par l'Athénien Conon, un ancien stratège rescapé d'Aigos Patamos, qui avait préféré ne pas revenir à Athènes après la défaite, coulait l'essentiel des forces navales spartiates au large de Cnide, ce qui eut pour conséquence l'effondrement des positions lacédémoniennes en mer Égée orientale au bénéfice du roi, mais aussi à celui des Athéniens, car Conon parvint à convaincre Pharnabase, qui surveillait pour le compte du roi l'expédition, de libérer les îles de la tutelle spartiate, de pousser jusqu'à Athènes et de participer financièrement à la reconstruction des longs murs, laquelle avait cependant débuté avant l'arrivée triomphale de l'ancien stratège. La politique perse des années ultérieures se dessine alors. Il ne s'agit pas de changer d'alliance, mais d'affaiblir avec méthode les différents protagonistes en Grèce, de façon à récupérer sans coup férir, ou presque, les possessions asiatiques revendiquées par la couronne achéménide. Avec succès, il faut dire, puisque la guerre devait continuer 8 ans encore, sans engagement décisif, avec une domination nette des Spartiates sur terre, à l'exception d'une défaite, signalée par toutes les sources comme un événement extraordinaire, celle d'un contingent spartiate face aux fantassins légèrement armés de l'Athénien Iphicrate, devant les murs de Corinthe en 390. Sur mer, les Athéniens ont retrouvé, sinon leur ancien empire, du moins les îles qui leur étaient indispensables dans la perspective d'un ravitaillement en blé, les anciennes Cléroukies de Skyros, Lemnos et Imbros. Ce serait cependant une erreur de croire en une hégémonie maritime sans faille, les Athéniens vivant ces années sous la menace de corsaires lacédémoniens installés à Égine. Une première tentative de paix échoua en 392-391, en partie parce que, grisés par leur succès inespérés, peu de temps auparavant, les Athéniens tendaient retrouver leur ancienne puissance. La stratégie Thrasybule, par ses pratiques qui rappelaient un temps pas si lointain, illustre bien le renouveau impérialiste d'Athènes. En 388, après un succès qui lui avait permis d'agréger à l'alliance les cités de Lesbos, il longea les côtes asiatiques jusqu'en Pamphylie, où il fut assassiné. La paix du roi et son échec. Les épisodes difficiles allaient ensuite se succéder pour les Athéniens, touchés par un raid contre le Pirée mené par le Spartiate Téletias. Les négociations de paix entre Lacédémoniens et Perses, conduites du côté grec par Antalcidas, prirent un tour nouveau en 387. Les Perses avaient-ils pris conscience du danger que représentait cette renaissance athénienne, ou faut-il plutôt voir dans ce renversement diplomatique la poursuite tenace d'une politique d'équilibre des puissances? En tout cas, avec un accord de fait entre les deux puissances, Athènes était totalement isolée et sa flotte de surcroît bloquée dans l'Hellespont, rendant le ravitaillement en blé impossible. La situation de 405 risquait de se renouveler, et en même temps que les autres coalisés, ils préféraient accepter les conditions perses, d'autant qu'elles ne leur étaient pas particulièrement défavorables, puisqu'ils conservaient la possession de leurs 3 Cléroukies. Pour autant, le traité de paix marquait la toute-puissance royale. Le nom de paix du roi paraît plus judicieux que celui de paix d'Antalcidas, trop hellénocentrique, par lequel les sources grecques le désignent souvent, et l'acceptation par les Grecs de son hégémonie sur les cités grecques d'Asie mineure. Très vite, et surtout du côté athénien, Isocrate, panathénaïque pour la source, on a voulu voir dans cette paix la preuve de la trahison de Sparte et en contrepoint montrer en la paix de Callias de 449 ce qu'était supposé être une paix victorieuse contre les barbares.
Mais cela ne changea rien au fait que personne en Grèce, en 386, n'était en mesure de s'opposer au grand roi. Sparte a été reconnue par le pouvoir perse comme la cité chargée, en Grèce propre, de faire appliquer les décisions prises en 386, voire de les interpréter, ce dont elle n'allait pas se priver. L'accord stipulant que les cités seraient autonomes, les Spartiates interdirent toute confédération décision qui visait en priorité Thèbes, laquelle depuis 447 dominait la Béotie par l'intermédiaire de la confédération boétienne. Peu après, ils se vengèrent de l'attitude hostile de Matinée durant la guerre de Corinthe en s'emparant de la ville dont ils détruisirent les murailles, puis en dispersant les citoyens en bourgades séparées. Dépassant le cadre géographique du Péloponnèse, les Lacédémoniens envoyèrent une expédition, de 382 à 379, contre Olynte, accusée par certaines cités de Chalcidique, de Thrace, d'attenter à leur autonomie. Et, pour faire bonne mesure, sur le chemin qui menait vers le nord, un contingent spartiate commandé par Phoibidas s'empara de la citadelle de Thèbes, la Cadmée. Que dans les années qui suivirent la paix du roi, les Spartiates négligeaient totalement les réactions de rejet que leur attitude impérialiste avait fait naître après 404, se soit lancé dans une politique de même nature, ne saurait être considéré comme une erreur tactique. Dans l'esprit d'une puissance hégémonique, il n'est pas envisageable d'instituer ou de maintenir son pouvoir autrement que par la force. Point de subtilités diplomatiques et de dialogue mélien, recomposé par Thucydide à l'occasion du siège de Mélos, par les troupes athéniennes en 416, représente en quelque sorte, avec toute sa brutalité, une sorte d'éternel grec. La défaite d'Athènes n'aura donc servi d'exemple à personne. Mais si la chape de plomb que Sparte faisait peser sur la Grèce continentale était lourde, elle ne l'était pas assez pour intervenir partout où son intervention eût été nécessaire. En 379, un petit groupe d'insurgés thébains, réfugiés à Athènes, parvint à s'emparer de la Cadmée et à libérer la cité de l'occupation spartiate, appuyée par les oligarques locaux. Ne pouvant pour l'instant se lancer dans un siège long, les Spartiates se contentèrent de laisser une garnison à Thèspiès, non loin de Thèbes. Toutefois, c'est d'Athènes que vint le véritable déclic. Désireux de retrouver leur autonomie et leur puissance, les Athéniens avaient patiemment reconstitué un réseau d'alliances. Le premier traité connu passé avec Chios date de 384. La tentative à la fois malheureuse et irréalisable de l'arnoste de Thèspiès, Sphodrias, de s'emparer du Pirée, alors que les deux cités étaient en paix, en faisant en une nuit une marche forcée, convainquit les Athéniens qu'ils ne pouvaient guère compter sur la parole de Sparte. De plus, jugé par Coutumas à Sparte pour cet acte individuel, Sphodrias fut acquitté au motif que de tels hommes étaient précieux pour la cité. Athènes se décida alors à organiser autour d'elle une alliance dont les termes prudents, conservés sur une stèle, veulent l'inscrire dans le prolongement de la paix du roi. Les 6 membres fondateurs avec Athènes, de la seconde confédération athénienne, Thèbes, Chios, Rhodes, Byzance, Mytilène et Métimna, furent rejoints les années suivantes par une soixantaine de cités, essentiellement égéennes, mais pas asiatiques. Paix du roi oblige, impérialisme et démocratie numéro 46 pour la source, non seulement les Thébains n'étaient plus seuls face aux Spartiates, mais la flotte athénienne passa à l'offensive, et après une bataille navale remportée au large de Naxos en 376, chassa toutes les garnisons lacédémoniennes de l'espace insulaire. Non contente de ce succès, sous la conduite du stratège Timothée, le fils de Conon, la flotte athénienne contourna le Péloponnèse et gagna à son alliance les îles Ioniennes, encerclant en quelque sorte la péninsule, 375 pour la date. Les deux grandes cités étaient peu à peu gagnées à l'idée de paix, pour des raisons différentes. Sparte n'avait pas intérêt à voir les succès athéniens, toujours susceptibles de donner des velléités d'indépendance dans le Péloponnèse, se prolonger et s'amplifier. De son côté, Athènes avait reconstruit son hégémonie maritime et pouvait désormais traiter d'égal à égal avec Sparte. Restait le cas de Thèbes. L'émancipation de la cité depuis 379 n'avait cessé de s'accentuer, et la cité avait reconstruit, de fait, autour d'elle une confédération béotienne. En 373, elle avait obligé Thèspiès à abattre ses remparts et à y adhérer. La même année, chose plus grave, les Thébains s'étaient emparés, après un siège, de la cité de Platée, amie ancestrale des Athéniens, et avaient rasé la ville, dont les habitants furent accueillis à Athènes. D'alliés, les Thébains devenaient peu à peu des ennemis. Sans surprise, Athéniens et Spartiates trouvèrent durant l'été 371, au cours d'une conférence de paix, un terrain d'entente qui consacrait l'existence de leurs confédérations respectives, tout en reconnaissant le principe de l'autonomie des cités. Acrobatie juridique qui permit de refuser aux Thébains, pourtant présents au congrès de Sparte, le droit de jurer la paix au nom des Béotiens. Ils la refusèrent donc. La guerre allait de nouveau trancher la question. Les Spartiates étaient plus à même
par leur infanterie réputée invincible de faire appliquer la paix. Ils envoyèrent des troupes en Béotie sous le commandement du roi Cléombrotos. La bataille qui se déroula sur le territoire de Leuctre est, par son déroulement et surtout ses conséquences, l'une des plus fameuses de l'Antiquité grecque. Peut-être trop sûrs de leur victoire, les Spartiates furent débordés par la phalange thébaine, commandée par Épaminondas, et organisée de manière originale, l'essentiel des forces thébaines étant concentré sur leur aile gauche et donc sur l'aile droite théoriquement la plus puissante des Spartiates. Cléombrotos tomba sur le champ de bataille en même temps que 400 citoyens, soit le cinquième de la population civique de la cité. Séisme démographique dont la cité ne se releva jamais. Mais dans l'immédiat, le succès de Thèbes fut vécu à Athènes comme un véritable désastre et le héros envoyé par les vainqueurs pour annoncer la victoire et demander de l'aide fut reçu dans un silence glacial. Non seulement les Athéniens ne s'attendaient pas à un succès thébain, mais la présence à leur frontière occidentale d'une armée victorieuse, des Spartiates, n'avait pas de quoi les réjouir. D'un point de vue plus général, la victoire thébaine, à Leuctre, compliquait la situation diplomatique, et c'est dans cette perspective qu'il faut étudier et analyser la période suivante.